Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être ici pour nous écouter. Puis merci au Festival de Saint-Dié de nous avoir invités. Donc voilà, je suis David Gury, je suis géographe et j'ai la chance d'être accompagné donc de Irène Carpentier qui est aussi géographe à ma droite et de Salima Nagy qui est architecte. Et j'ai surtout aussi la chance de venir vous présenter un ouvrage collectif qui est donc le fruit d'une collaboration longue et internationale pour repenser les cités oasiennes. Nous l'avons appelé Résonance oasienne, approche sensible de l'urbain au Sahara. Alors, nous avions choisi ce titre parce que résonance nous paraissait un terme suffisamment intéressant du fait de sa puissance évocatrice, mais nous n'avions pas encore lu le travail de Hartmut Rosa qui s'appelle Résonance et qui justement entre en écho avec ce que nous avons essayé d'entreprendre. Hartmut Rosa est un philosophe de l'accélération de nos sociétés. Il dit nous sommes rentrés dans des sociétés de la disponibilité. Le monde nous est disponible depuis un téléphone portable. Nous pouvons en quelques clics communiquer à l'autre bout de la planète pour un coût extrêmement faible. Nous pouvons accéder à tous les savoirs que nous souhaitons. Nous pouvons consommer en faisant se déplacer à nous objets et nourriture, sans vraiment s'interroger d'ailleurs d'où ils viennent. Et finalement, nous acceptons l'enfermement volontaire, puisque nous avons tous accepté le confinement sans trop de difficultés. Et en fait, il dit, mais en fait, nous construisons plus parce que tout est disponible. Et lorsque vous êtes disponible, tout est disponible, eh bien, vous ne pouvez plus progresser parce que vous ne vous confrontez plus à rien. Vous allez satisfaire vos besoins. Tout vous est disponible, donc en fait, vous n'allez faire que reproduire ce que vous êtes déjà. L'idée qu'il y aurait découverte est de plus en plus faible parce que l'interface numérique que l'on utilise, qui est notre extension, eh bien, va nous amener à être dans une vitesse de plus en plus importante. On est toujours de plus en plus insatisfait, des délais d'attente, et donc il n'y a plus aucune construction. Alors, Hartmut Rosa n'appelle pas à ralentir, parce qu'il y a eu cette idée de ralentir comme étant l'alternative à l'accélération. Non, en fait, il appelle à un autre point, c'est-à-dire de rendre le monde indisponible, de s'interroger sur le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas disponibles, qui sont des contraintes, qui sont des difficultés majeures. Bon, Hartmut Rosa voyait ça comme une sortie du grand confinement que nous avons connu. Et en fait, le monde s'est rappelé à nous. Il n'est pas disponible. Les ressources sont limitées. Nous avons aujourd'hui l'obligation de repenser très clairement quelle sera la température de nos demeures, parce que l'énergie n'est pas disponible, pas suffisamment. Nous avons besoin de repenser nos alimentations parce qu'elles ne seront pas toutes disponibles. Et lui, il voit ça comme une chance parce que c'est le moment d'entrer en résonance, c'est-à-dire de s'interroger profondément et de vibrer avec ce qu'il y a, ce qui nous permet peut-être de repenser autrement notre être au monde. Alors, nous n'avions pas du tout lu ce texte et nous en étions un peu honteux lorsque nous avons publié cet ouvrage, Résonance oasienne, qui était parti d'arrêter d'avoir un rapport esthétique à l'oasis, qui est issu de la représentation coloniale, qui était de la mise en tourisme en fait de ces cités oasiennes qui devenaient pour les donc administrateurs coloniaux, une opportunité de mettre en valeur les territoires nouvellement conquis et de mettre en scène un habitat multisiculaire, voire multimillénaire, même si, par exemple, dans le cas de Tiznit, la cité avait été fondée quelques décennies plus tôt par le sultan Moulay Hassan, et de surtout nous abreuver d'images.
Et en fait, ces images ne permettent pas de comprendre ce qu'est l'oasis. Et on a pris un pas de côté, et ce pas de côté, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute. Alors, Noah Gamal Saïd, que vous voyez ici, a démultiplié les enregistrements, mais avec Jean-Paul Thibault, Alia Benayed et Abdelaziz Barkani. Et en fait, nous avons établi un consortium de recherche internationale. Et l'idée était de penser la recherche autrement. Alors aujourd'hui, on est dans des situations de recherche où on a mis en scène cet individu chercheur qui doit être une star, qui va aller découvrir, vous raconter le monde. Bon, qui en fait ne fait que bénéficier des externalités positives de ses collègues, hein, souvent, et qui prend plus de temps pour écrire, pour publier, pour couvrir les médias, et qui occulte ce qu'est en fait la recherche, qui est un cheminement collectif. Ce cheminement collectif, on l'a voulu particulièrement intégratif, et là je tiens à remercier tout particulièrement Salima Nagy et Imen Landoulsi qui n'est pas présente, parce que ce sont elles qui ont créé les conditions d'hospitalité pour venir travailler collectivement sur un terrain. Team Imgold nous invite à cheminer, et cheminer autrement à travers le monde, c'est-à-dire que d'arrêter l'idée de ce chercheur qui vient et qui va venir prendre dans les sociétés une quintessence d'information, pour plutôt cheminer avec les gens qu'on rencontre, qui eux-mêmes s'expriment, ont des projets, ont des trajectoires, et puis ils sont à des moments où peut-être aussi leur vie bascule, où ils sont en train de penser le réatterrissage pour les cités oasiennes, hein, se réinstaller dans ces cités oasiennes, peut-être qu'ils pensent à partir, peut-être qu'ils pensent en fait à développer une activité, et dans l'échange avec l'autre, le chercheur, eh bien, ils construisent un récit. Ce récit est performatif, hein. Parfois ils vont se convaincre eux-mêmes qu'ils sont dans le bon trajet. Et donc le fait d'avoir un consortium élargi qui va réunir des géographes, des agronomes, des historiens, des architectes et urbanistes, des sociologues, nous a permis de saisir l'objet ensemble des cités oasiennes autrement. Alors, nous avons eu deux études de cas principales qui étaient Tiznit et Nefta. Et autour de ces deux études de cas principales sont venus s'agréger des travaux qui étaient des travaux menés sur la longue durée par des collègues, et des travaux aussi d'action, puisque Salima Nagy et Imen Landoulsi étaient impliqués dans des projets architecturaux et d'urbanisme que nous souhaitions interroger. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez rare, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de réfléchir en cadre de recherche-action. Et à chaque fois, vous avez des enregistrements sonores, et vous pouvez, dans le couloir de l'IUT, voir 10 panneaux qui sont issus de cet ouvrage collectif, Résonance oasienne, et vous pouvez écouter aussi les sons qui ont été enregistrés sur place, qui sont sur le site Cartophonie, qui est un site du laboratoire Cresson, et qui permet de constituer des archives sonores que l'on peut consulter. Et donc, pour chaque élément sonore, il est géolocalisé, vous pouvez l'écouter et vous trouvez en fait la description, les éléments photographiques. Ceci a été le matériau brut sur lequel se sont construits un certain nombre de réflexions. Alors, quand on prend le point de départ, nos collègues du laboratoire Cresson, qui s'appelle aujourd'hui Ambiance, Architecture et Urbanisme, pensaient à réfléchir, mais justement sur cet outil de l'ambiance, de l'atmosphère, de ce qui se dégage autour. Pourquoi ? Parce que l'objet oasien échappait aux analyses, notamment paysagères, ou les analyses classiques cartographiques, si on ne comprenait pas profondément les pratiques. Et en revanche, par l'enregistrement sonore, par le fait d'interroger les ambiances, on va se porter sur les pratiques, ce que font concrètement les gens. Et surtout,
dans ces pratiques ce qu'ils en disent. Et on voit ici le complément d'enquête menée sur le terrain, donc ici par Mohamed Mousquit, avec justement les enfants qui fréquentent donc le site de l'Aïn Akdim, l'ancienne source qui a été réhabilitée par Salima Nagy. Et en venant écouter et prendre au sérieux les pratiques des habitants qui sont ténues et tenaces, on peut avoir une autre lecture des cités oasiennes. Parce que le problème, c'est que les cités oasiennes se sont laissées filtrer par les conditions métropolitaines. On a transposé dans des cités oasiennes des modèles d'urbanisme et d'architecture qui venaient des métropoles. Alors, dans la métropole, on entend dans le point colonial, donc le pays donc, qui avait pris autorité sur ces cités oasiennes, mais aussi, après l'indépendance, les grandes villes donc, qui contrôlaient les fonctions politiques, que ce soit Casablanca au Maroc, que ce soit Tunis en Tunisie, qui allaient imposer de nouveaux standards avec un nouveau corps d'ingénieurs qui allaient dessiner de nouvelles villes. Et donc la condition oasienne qui était cette consubstance entre la ville et l'oasis, entre donc l'architecture et l'agriculture, pour reprendre les termes de Salima Nagy, eh bien cette condition oasienne s'est laissée filtrer aux conditions d'un nouvel urbanisme standardisé que l'on retrouve de Saint-Dié-des-Vosges jusqu'à Tiznit. Il y a juste des petites différences de végétation, mais on a les mêmes matériaux. Les ingénieurs sont formés selon les mêmes standards, dans les mêmes écoles, et on a le même débat de la mise à distance du végétal qui devient purement ostentatoire, de l'outil de matériaux exogènes qui ne vont fonctionner qu'à grand renfort d'énergie fossile. Alors, pour construire notre réflexion, on a cheminé dans l'idée d'avoir un outil d'écriture collective, qui était le carnet de recherche Zerka, où on a écrit beaucoup d'écriture à chaud. C'est-à-dire où, après une journée de terrain, de discussion, on a écrit collectivement des textes qui valent ce qu'ils valent, mais qui étaient un moyen pour nous de garder des impressions. Puis ensuite, à partir de cela, nous avons construit une réflexion collective qui a cheminé sur plusieurs années. Alors, nous sommes arrivés sur quelques points d'alerte pour penser à un cheminement alternatif. Le premier point, comme je disais, c'est la cité oasienne, elle est consubstantielle de son périmètre irrigué agricole, qui constituait une forme de vie riche et pérenne, multimillénaire, pour les cités oasiennes les plus anciennes. La question du patrimoine est celle du legs, qui est vaste, au sein duquel des communautés choisissent ce qu'elles veulent transmettre. Et parfois, elles préfèrent transmettre des institutions à des objets architecturaux. Et les standards exogènes se sont imposés aux sociétés oasiennes par des ingénieurs et des architectes qui sont des techniciens souvent ignorants des contextes, voire ignorants tout le temps, entre le bricolage et la bavure. Et ça, c'est un point intéressant, c'est que quand vous arrivez, vous voyez toujours qu'il y a bricolage, voire bavure, voire corruption, parce que tout simplement, on n'a pas les moyens de redéployer ce qui coûte extrêmement cher dans des métropoles, dans des cités oasiennes, sauf si vous êtes un pays disposant d'énormément de ressources fossiles, sous prétexte de normes qui sont des normes coloniales. Ce sont les normes qui colonisent. On a créé cet institut de normalisation au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et elles n'ont qu'un seul objectif, c'est de coloniser le monde. Les normes ISO. Alors, il y a des chemins alternatifs, et on va vous proposer 3 lectures, qui sont les 3 parties. Et je vais laisser d'abord la parole à Salima Nagy, qui, elle, va nous parler justement des fondements de l'urbanité oasienne à travers ses seuils et filtres. Parce qu'en fait, quand on travaille, si tu veux bien me le mettre là, sinon je ne le vois pas, c'est débranché. Voilà. Parce qu'au fond, quand on travaille sur ce patrimoine, qui est un patrimoine délaissé souvent, abandonné, au premier abord, on vous dit, écoutez, cette porte, ce seuil, ce porche n'a plus de raison d'être, finalement, il ne sert à rien. On va le supprimer ou on va plus rien en faire. Alors, sur le qsar que vous voyez, vous m'entendez pas, c'est ça? D'accord, là vous m'entendez. Pardonnez-moi. Donc, on a très vite, très tôt, avec ces injonctions à normer,
des injonctions parallèles. Quand on vous donne, par exemple, à vous occuper d'un qsar, on vous dit, ben, écoutez, la porte, hein, ça serait bien qu'elle disparaisse, on n'en a pas besoin. Ou bien on va la garder que pour le tourisme. Et puis vous avez ici, par exemple, ce lieu que vous voyez devant les yeux, qui est dans la région de Zagora. Ce lieu, il a disparu aujourd'hui. Et il ne reste plus qu'une mosquée. Donc le porche a disparu et la mosquée a été remplacée par une espèce de mosquée en métal. Ici, on est dans le Qsar de Tissergat. Bon, l'image est un peu anamorphosée, mais il faut imaginer qu'il y a un filtre et qu'on pénètre depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur et qu'à l'origine, il y avait 2 étages, 2 niveaux. Il n'y avait pas juste un niveau et que dans l'étage supérieur, il y avait les gardes. Et ce qu'on sait moins, c'est que ce Qsar, il y avait cette cour et tout autour, tout était absolument couvert. Donc quand vous intervenez sur des qsours comme celui-là, qui est un qsour un peu touristique, on vous demande de coller à un certain nombre de demandes, à des injonctions qui sont là patrimoniales pour le touriste. Et on vous dit jamais, à aucun moment, au niveau de la maîtrise d'ouvrage, allez rencontrer les gens. Les gens doivent être au service, finalement, de ce touriste qui va arriver un jour. Voilà. Et on a vu pendant le Covid combien ce touriste n'était plus là. Et par contre, les habitants, eux, étaient bien là. Donc derrière ces pseudo-abandons ou ces pseudo-façons d'ouvrir des lieux comme ça qui ont l'air abandonnés, eh bien, il y a tout un travail qu'on doit faire pour retisser ce lien qui a été finalement perdu ou qui a été galvaudé ou qui a été mis à mal. Par exemple, si les gens savent qu'il y a énormément de touristes qui viennent à un endroit comme cette porte, ben, ils vont la délaisser et puis aller à un autre endroit où ils seront plus tranquilles. Mais on a l'exemple par les porches vraiment de la question de l'articulation à la palmeraie, éventuellement à un souk, comme ici à Qa, et à d'autres relations à l'intérieur du Qsar, et au fait que c'est par ce seuil, par ce sas, où il va y avoir la totalité des rencontres possibles, que vont s'articuler toutes les possibilités. Et c'est à ce seuil-là que vont se hiérarchiser aussi toutes les relations humaines. Donc ne pas le traiter, ou le gommer, ou l'effacer, serait une erreur. Ici, on est à Agadir Ouzrou, qui est un qsar extrêmement intéressant, un qsar de falaise, un qsar en terre crue. Et ce qsar, ce village fortifié, a une entrée principale, ici, Imin Ougadir, hein, on est en territoire Tachelhaït, qui donne une ouverture ici vers plutôt les esclaves. Il y a aussi toute une histoire derrière toutes ces portes. Et puis une autre porte en chicane qui va donner vers les saints. On a encore une autre ouverture. Et donc ce sont des portes extrêmement complexes. Et à cette porte va travailler une autre porte ici, qui va être la porte des femmes, qui est encore une autre porte. Donc on a une complexité sociale qu'on ne peut pas comprendre comme ça, et en même temps on va avoir un lieu convoité. Donc quand nous l'avons restauré, naturellement on est allé vers les personnes, on a questionné, on a retrouvé tout ce dont je vous parlais, on a fait un relevé extrêmement précis parce que beaucoup de choses avaient disparu, et puis on a ensuite réfléchi avec eux à qu'est-ce qui manque pas, etc. La lumière, par exemple, c'est quelque chose qui nous avait été demandé par les gens. Et puis, quand on l'a eu restauré, on a découvert qu'en fait, un certain nombre de gens convoitaient cet espace. On l'avait remarqué, puisque à un moment donné, une partie de cette porte était prise d'assaut par le voisin. Et on a souvent ça au Maroc sur des lieux collectifs, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient récupérer un espace dit collectif pour lui-même, parce qu'il aura la force de persuasion. Et dans ce lieu, on a un clepsydre pour l'eau, et on a un cadran solaire. Là, c'est une visite avec le gouverneur de Tata. Et on a essayé de faire un pavement ici, parce qu'on a un cadran solaire qui commence de l'autre côté, et qui se poursuit de ce côté-ci, et qui permet d'avoir en mémoire tous les temps d'eau
qui se décident là. Et donc il y avait des enjeux très profonds qui étaient inhérentes. C'est quoi ça? Ça passe pas ici, les vidéos passent pas, malheureusement. Et donc, en fait, pour rester sur le qsar de Agadir Ouzrou, on avait ce qu'on appelle un fakansi, un immigré de France, qui a une Mercedes, une belle Mercedes, et qui a fait cette ouverture que vous voyez là, pour la voiture, pour sa seule voiture, et pour habiter un peu plus loin. Et il a perforé ce qsar multimillénaire pour les besoins de sa petite personne, et n'est-ce pas, en méprisant tout le monde. Donc, vous imaginez bien que la porte qu'il a percée, elle mène à sa maison qui est là, mais qu'on a tout tout le cadran solaire qui est au sol d'un côté et de l'autre de la muraille. Et que donc c'est quand même assez grave d'avoir comme ça une personne qui prend d'assaut un espace public. Donc tous ces enjeux, si je rentre comme ça en détail à l'intérieur, c'est aussi ce qui va occuper un architecte et qui va quand même le questionner. Où est sa responsabilité d'architecte? À quoi il sert finalement? Est-ce qu'il sert les intérêts de ce petit monsieur? Ou est-ce qu'il sert quand même les intérêts généraux d'un groupe? Qu'est-ce qui compte? Est-ce que ce sont les enfants, les parents, les groupes, là, en l'occurrence ici les descendants de saints? Ou est-ce que c'est l'ensemble de la communauté? Est-ce qu'il s'agit de faire plaisir à des élus? Ou est-ce qu'il s'agit de faire plaisir à une iconographie simplifiée du tourisme? Qu'est-ce qu'on choisit? Et moi, je choisis toujours la population, je choisis toujours de travailler avec les gens qui habitent et les gens qui finalement ont besoin de ces espaces aussi pour leur vie quotidienne. Ici, on a vu que c'est pour l'eau, mais aussi on a eu toutes les réunions. On a pratiquement terminé la veille de Ramadan. Tout le monde a pris d'assaut le qsar et il me disait on fait la queue pour nous installer sur ces lieux extrêmement climatisés, entre guillemets, puisqu'on a ici, comme dans d'autres régions du monde, une bétonisation des espaces. Et évidemment, quand on privilégie, comme moi, la pierre, la terre, évidemment, ensuite, ça devient des lieux extrêmement frais et dans une logique qui respecte aussi les conditions humainement agréables pour les gens. Et donc, ça favorise aussi une réinstallation sur des lieux désaffectés et finalement partiellement abandonnés. Donc, on s'oppose là, toujours, à ces injonctions normalisantes dont David a parlé, à ces standards, à cette vision d'un urbanisme garanti, comme dit Marc, d'une ville garantie, comment ? Plus près, le micro, au lieu de se préoccuper finalement du rapport social à chacun. Et dans ces logiques aussi de restauration, moi je restaure avec les habitants. Donc là aussi, c'est donner du travail aux habitants, c'est donner du travail à des gens qui en ont besoin. Et c'est aussi donner une existence à des lieux pour les gens dans ces lieux. Elle passe, elle ? Elle passe pas? Essaye, lance. C'est sur le côté, je pense. Ouais, elle passe. J'espère. Donc tous les lieux dont on s'occupe en général, on fait en sorte de faire tout un travail avec évidemment le drone et tout un tas de technologies pour avoir un enregistrement de l'état dans lequel nous trouvons le lieu. Ici, on se trouve à Tisk Modin, qui est un très très beau qsar de l'Anti-Atlas, qui est un qsar qui est à l'origine un grenier collectif, et autour de ce grenier collectif, qui s'est fait sans doute, on ne sait pas bien, mais il faudrait une étude archéologique fine, XIIIe siècle, s'est étendue ensuite une mosquée. Elle, on peut la dater, on a des textes, on sait que c'est le saint d'Imin Tatelt qui lui a donné naissance, qui l'a installé auprès du grenier au XVIe siècle. Donc on a la mosquée, et puis on a donc le grenier collectif, qui est la première occupation humaine en ce lieu.
d'une communauté qui a une histoire plus complexe encore. Puis on a la mosquée qui est venue s'ajouter. Et ensuite, on a des noyaux d'habitants, avec un premier noyau, un deuxième noyau et un troisième noyau dans les années 40 à 60 ici, sur des maisons, on va dire, plutôt de prestige, qui vont s'ouvrir sur la Palmeraie. Et donc, nous qui travaillons sur ce site depuis 2012-2013, avec les premiers travaux de restauration, on continue dès qu'on peut, dès qu'on a un fonds qui puisse se permettre, pour articuler plusieurs choses. Maintenant que nous avons restauré l'allée centrale, les placettes, vous voyez un état des lieux en 2016. Aujourd'hui, tout ceci est restauré. Tout ceci aussi est complètement restauré. Ici, on a installé le musée communautaire. On va pouvoir en discuter avec vous de peut-être ce qu'est le musée communautaire, qui est une invention qui nous vient du Mali. Et puis, on a tout ce qui concerne les enfants, avec des ateliers pour les enfants qui se font dans des espaces aussi proches, avec des sensibilisations à l'architecture locale, des ateliers collectifs, des jeunes gens qui s'occupent de ces enfants quasi tous les jours, et puis les femmes qui ont aussi leurs ateliers, évidemment, puisque pour ceux qui étaient avec nous ce matin, vous avez eu droit à regarder un film où on montrait un petit peu cette articulation dans ces villages entre chaque partie d'une société pour faire commun et pour être ensemble et pour développer cet échange. Donc aujourd'hui, on en est à peu près à cette configuration, à voir un peu plus, avec aussi des espaces de villégiature, puisque voilà, le visiteur n'est pas central, mais le visiteur n'est pas oublié, et il n'est pas non plus magnifié outre mesure. La mosquée, des espaces absolument prodigieux, avec toujours les techniques constructives, et puis le lieu qui est tout de suite occupé, ici Tiskmodin et Agadir Ozrou sur la droite, et puis aussi le travail autour du musée collectif que vous voyez là, avec les femmes et les enfants, et tout ce qu'on a remis en œuvre. Alors, une parenthèse autour d'un autre grenier, qui est le grenier de Isrin, qui est pas loin de Tiskmodin, qui doit être à 2-3 km, et qu'on a restauré aussi, avec cette même écoute de la population, où là c'était un grenier abandonné, ruiné, mais nous avions, quand on a commencé les travaux, on connaissait ce lieu qu'on avait visité 15 ans avant, et qui était avec des jarres, comme vous voyez ici, et ces jarres qui étaient au mur nous indiquaient une fonction par les jarres, qui était évidemment dans un grenier, une fonction de redistribution sociale. Et en discutant avec les vieilles dames notamment, et quelques vieux monsieur, on a reconstruit. Marie-Rose Rabaté, qui a un âge vénérable aujourd'hui, m'a envoyé cette photo des années 70, et on a fait faire par un potier toutes ces jarres, et on les a réinstallées tous ensemble avec la communauté dans le dispositif premier de ces dons aux jarres, où à chaque fois qu'on venait prélever une partie des céréales ou des dattes, on laissait une partie aussi pour les jarres, qui ensuite sont redistribuées aux nécessiteux et à plein d'autres choses, et à plein d'autres gens qui en ont besoin. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui les greniers collectifs sont toujours présents. Donc c'est extrêmement important, quand on fait ces restaurations, d'intégrer toutes les classes d'âge, chacun, mais aussi de réfléchir avec eux aux usages anciens, actuels, ce qu'on en fera plus tard, ce qu'il convient de conserver ou pas conserver. Et j'ai l'habitude de dire, et c'était le sous-titre à mon titre Architecture du bien commun, éthique pour une préservation, parce qu'on préserve, on ne conserve pas. Et je pense que ce mot de conservation est un mot qui fait aussi, qui est peut-être pas le meilleur, parce qu'il nous met dans une situation non pas de dialogue entre les époques, mais alors que préservation va plutôt avoir une dimension de soin, de care, et de façon de prendre en compte tous les paramètres. Alors ici, on a aussi, dans les porches et dans les porches de Sersour, toujours ces seuils d'articulation entre finalement l'extérieur, les intempéries, le vent, le végétal aussi, qu'on verra avec Irène dans un instant, et puis l'intérieur,
la maison, hein, la hurma, tout ce qui est le plus précieux, auquel un étranger de toute façon n'aura pas accès, mais qui est préparé avec des cheminements, comme vous avez vu dans le précédent cas, et avec aussi énormément de fabrication d'ombre, de fraîcheur, de ventilation, par des lucarnes hautes, par des dispositifs de toutes sortes et surtout par le fait que la plupart de ces qsour, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient couverts, ce qui ne se fait pas toujours parce que les pouvoirs en place qui lancent souvent les projets ne le savent pas, mais la plupart de ces lieux étaient évidemment couverts, ce qui faisait une espèce de deuxième toit dans le toit et ce qui permettait de couvrir. Donc là, je vais peut-être, je ne sais pas si je dois parler encore ou si je cède la parole parce que quand même on est stressé par le temps. À chaque fois, on ne sait pas, 16h06. Donc voilà. Et donc quand on s'est occupé d'Aqa Iran, qui est un autre qsar qui est à 3, 5, 6 km à peu près des deux qu'on a vus tout précédemment, là, c'était encore autre chose. Le qsar est abandonné. Par contre, tout se jouait dans le porche qui avait été pris d'assaut par les femmes. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait toute une étude sur l'espace qui avait été repris par le frère, c'est-à-dire l'imam de la mosquée, qu'on a remis dans un espace plus petit, Pslama, et on a mis un petit espace un peu plus généreux pour les femmes où on leur a installé, on n'a pas l'image là, tu l'as pas mise après, on a installé un lavabo fontaine et puis on a installé des tannourt, des lieux pour faire du pain, etc. Et en fait, ces femmes qu'on avait rencontrées pour l'année, le premier de l'an à Mazir, hein, par hasard, au moment où on était venu ce jour-là pour lancer le chantier avec l'entreprise qui devait s'occuper de ces travaux-là, eh bien, on les a pas, non pas délogées, mais on a requalifié le porche, on l'a gardé tel qu'il était, on lui a redonné ses lettres de noblesse, et puis on a donné un vrai lieu aux femmes. Et ensuite, on s'est occupé de toute cette placette où on a créé une petite pergola pour tout de suite, qui a été une prise d'assaut par un cordonnier réparateur aussi de petites brades, de petites théières. Et on avait des gens qui avaient fait des petits jardins juste à côté. On les a intégrés à notre projet, naturellement. Et on s'est occupé du puits. Et le puits, je le vois, voilà, le puits, on a essayé aussi de faire en sorte qu'il soit abrité et pas exposé au soleil. Et on a fait en sorte aussi que toutes les eaux puissent aller dans les jardinets juste à côté. Et je dois dire que ça s'est fait en 2015. Le reste, j'ai pas donné toujours les dates, c'est 2012-2013 pour Isselrin, 2012-2000, et on est encore pour Tisk Moudine, 2015-16 pour celui-ci. Donc en fait, je vais te donner la parole pour que tu fasses peut-être la synthèse, David, ou je ne sais pas comment les choses vont ensuite se faire. Mais tout ça pour dire que un lieu est un lieu d'abord pour ceux qui occupent cet espace. Ça va de soi, c'est une évidence. Mais quand on a une approche qui nous vient comme ça de l'extérieur, de Rabat ou de Guelmim ou d'une capitale régionale pour décider du sort d'une population, je ne vois pas trop comment ça peut se faire. Et quand on a une approche démagogique, où on va dire, on va appeler 3 élus qui vont chercher où ils peuvent gratter pour changer de maison, de femme ou de voiture, en détournant un maximum d'argent, c'est toujours un peu, comment dire, perdu d'avance. Donc il y a tout un tas de réflexions à faire quand même en amont, de travaux avec les gens, du début jusqu'à la fin, pendant la restauration, et dans la mise en fonctionnement, de continuer à être là pour faire le lien, je vous ai dit, avec les enfants, avec les femmes, et de s'assurer en fait qu'en effet, notre responsabilité d'architecte soit quand même le travail d'un architecte et pas d'un, je sais pas comment dire, d'un guide touristique ou d'un, je sais pas, ou de quelqu'un qui fait que passer ou qui vient pas sur son chantier. Il y a aussi ça, les architectes qui sont des architectes, qui sont plus des architectes. Oui. Donc effectivement, alors la question qui est posée, c'est que ce qui nous intéressait beaucoup, c'est de voir la série des filtres. En fait, vous avez un filtre politique de la tribu à la fraction, au clan, à la famille. Plus on va de l'oasis, les parcelles vers la demeure. Mais ce filtre politique, il est doublé d'un filtre climatique, donc qui va de la lumière à l'ombre, qui permet la subsistance.
Et puis surtout, ce qui nous intéressait, c'est que dans ce filtre climatique, il y a du vent au souffle. C'est-à-dire le vent brutal qui est difficile à contrôler jusqu'au souffle qui est la garantie d'une vie pérenne. Alors, très rapidement, il faut savoir que, et je vais juste évoquer 2-3 points, le travail de Salima sur les places publiques est de rappeler l'importance qu'un espace public doit être avant tout dédié aux plus fragiles, les femmes, les enfants et les vieillards, a amené à une analyse sur un projet qu'elle a mené à Tiznit, qui a été d'ailleurs le cœur de notre projet de départ, qui est un lieu qu'elle a réhabilité intégralement ici en l'ouvrant au public. Et en fait, ce lieu a fait l'objet de multiples analyses et enregistrements avec une approche ethnographique approfondie par Marc Briviglieri, Imed Landoulsi, Noah Gamal Saïd, Mohamed Mouskit, Hind Ftoui. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est que justement l'espace public était la capacité de créer de multiples recoins qui pouvaient être appropriés, notamment par les enfants, puisqu'on est dans un quartier extrêmement dense, extrêmement paupérisé, où il y a peu d'espace public, et qu'il y avait un ensemble de jeux et de gestes d'attention qui permettaient en fait d'en créer un espace extrêmement attractif. Noah Gamal Saïd a procédé à tout un ensemble d'enregistrements sonores pour véritablement documenter les pratiques, et il est en arrivé à la conclusion que ça recréait comme une cour dans la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un espace qui était dédié à l'irrigation, surtout masculin, qui est redevenu un espace féminin, avec beaucoup de femmes qui venaient s'installer sur place et discuter. C'est aussi un espace qui avait été donc simplifié pour être un simple bassin d'irrigation et qui finalement était réapproprié dans le cadre de rituels historiques, ce qui mettait en colère le boutiquier, le bazariste qui est à proximité, qui dans un des entretiens dit: oui, toutes les sorcières de la ville reviennent faire des rituels. Et effectivement, nous découvrions qu'il y avait à nouveau des rituels qui étaient procédés et des discussions extrêmement intéressantes sur un ensemble de personnes qui se disaient complètement aspirées par la source et par la force qu'elle représentait. Et c'est dans ce cadre de réfléchir aux lieux et aux liens qui vont dépasser, puisque Tiznit c'est une ville de 80 000 habitants, mais qui garde cette identité oasienne. Parce que souvent l'oasis elle est qualifiée de rurale, mais Isserin, Tiskmoudin et Akairen sont en fait des villes, des petites villes, mais qui étaient intégrées au commerce international, qui étaient en fait des hameaux où il y avait 1 millier d'habitants, mais ce qui n'était pas rien à l'époque. Et en fait, on l'a disqualifié en le mettant dans le rural, alors que ce qui est très important, c'est que ce sont des entités politiques, des entités religieuses avec un pouvoir de contrôle qui nous appellent à une discussion. Et là, je vais laisser le travail qui a été mené avec Irène. Merci. Donc, dans la continuité de ce que vous avez présenté, en fait, l'idée, c'est justement de montrer cette spécificité d'un espace qui n'est donc pas rural, mais qui est quand même d'une urbanité particulière et que certains ont appelé agri-urbain, c'est-à-dire cette alliance d'un espace agricole avec une fonction d'agriculture productive et d'une cité, donc d'une urbanité ancienne, historique. Donc le terrain de Nefta et de Tozeur, ils sont intéressants parce que Nefta et Tozeur sont 2 oasis millénaires, hein, particulièrement anciennes, avec une irrigation avec des sources artésiennes jaillissantes, particulièrement nombreuses. Hein. Nefta, on parle de centaines de sources. Dans le cirque, là, on voit avec une forme en éventail, c'est-à-dire la source est en haut là, de cette espèce de petite de l'éventail. Et à Tozeur, c'est le site de la source est à l'ouest de ce petit cordon ombilical. Donc, c'est une forme caractéristique de ces territoires agricoles irrigués depuis très longtemps par des collectifs. Donc là, c'est l'image en 84 où on voit encore juste le soupçon, disons, de ces nouvelles plantations qui apparaît très nettement ici. Hein, donc les nouvelles plantations qui sont ici irriguées avec des forages. Donc on a des forages profonds et qui sont des plantations, des extensions en fait de palmeraies en degletnour intensive. Donc la degletnour, bon, pour ceux qui m'ont entendu tout à l'heure, j'ai développé donc
c'est la variété reine des marchés, on va dire internationaux, et qui font, enfin la Tunisie est particulièrement bien positionnée sur ce marché de la date internationale, et on les retrouve, et ça fait une sorte de continuum entre ces oasis anciennes et ces nouvelles plantations. Qui sont donc avec un paysage agricole assez différent, hein. On a vraiment des plantations intensives et qui reposent sur l'investissement en fait individuel, hein. C'est des fronts agricoles de conquête en fait agricole sur les terres désertiques où par les moyens du forage on va mettre en place des exploitations agricoles individuelles importantes. Donc à Tiznit, on a le même processus en fait, hein, d'extension de la superficie irriguée agricole, hein, dont on voit bien l'extension vers le nord, hein, entre 1971 et 2021, avec une irrigation qui s'étend, donc qui est assez visible ici, et qui montre aussi la complémentarité entre les différents types d'espaces. Et peut-être pour voilà. Et en fait ce sont des irrigations, enfin on a entre le monde de la cité, on va dire de la ville, et le monde de l'oasis, un certain nombre de ruptures dans les formes de connexion qui peuvent exister. Donc on a la question des déchets qui est un enjeu important, puisque la ville produit des déchets, et dans un certain nombre de cas l'oasis apparaît comme le déversoir des déchets de la ville. Donc on a un front de déchets qui peut être grandissant, donc à gauche sur Tiznit, avec des panneaux qui interdisent la dispersion des déchets, à Nefta sur l'image en bas à droite, où on va avoir cette dégradation de l'espace agricole par les déchets de la ville. Et donc il y avait les bassins aussi d'irrigation que je n'ai pas à commenter, mais c'est-à-dire qui renvoie aussi à cette volonté de rendre de mettre en place un périmètre agricole performant avec une irrigation intensive. Tu peux passer peut-être. Et donc cette question des déchets, elle est toujours une question problématique, puisque elle renvoie à la fois la transformation des modes de consommation, puisqu'on a toujours eu une gestion des déchets, hein, de recyclage des déchets, notamment des fumures du petit élevage, de l'alimentation humaine, donc qui participent en fait de la fertilisation des espaces et qui justement souligne l'importance de cette interdépendance entre l'espace agricole, urbain, la connexion en fait des ménages oasiens à leurs parcelles et à leur espace agricole, mais aussi la transformation des modes de consommation, le développement bien sûr de la consommation de produits transformés, manufacturés, avec les déchets plastiques qui se sont démultipliés, le déversement d'eau aussi polluée, sale, je sais pas c'est pas le bon terme, mais bon, qu'on va retrouver dans les canaux d'irrigation. Donc on voit en haut à droite ici, et qui vont directement rentrer en contact avec les périmètres agricoles et les menacer en fait dans leur existence, avec des destructions, c'est-à-dire ici on voit en bas à gauche dans l'ancien lit de l'oued de Nefta, hein, qui est un oued particulièrement caractéristique, qui est envahi par les déchets, donc l'eau peut plus circuler, plus rien ne peut circuler, on peut plus marcher, puisque les déchets envahissent en fait le passage et bloquent entre guillemets la circulation et la connexion qui pouvait exister autour de cette économie circulaire des déchets. Donc face à cette problématique-là, il y a eu aussi un certain nombre d'initiatives qui visent aussi à remettre en selle, on va dire, l'eau collective, à on va dire, consolider cette dynamique collective oasienne qui est toujours une caractéristique. C'est-à-dire que l'eau des sources artésiennes était gérée par la collectivité, mais l'eau des forages est aussi l'objet d'une gestion collective par le moyen désormais d'associations, hein, d'associations de producteurs qui ont des statuts un peu différents entre le Maroc et la Tunisie, mais qui sont dans des associations
associations qui gèrent la distribution de l'eau et qui en fait permettent de reproduire d'une certaine manière, alors que l'origine de l'eau est assez différente, on est sur du forage profond, mais on va maçonner la source et la faire traverser dans des canaux souvent bétonnés, en tout cas pour une bonne partie bétonnés, pour faire revivre l'oasis ancienne et le collectif oasien autour de la gestion de l'eau. Et ce qui apparaît, on va dire, lié à cette idée de faire, et ça c'est particulièrement fort à Nefta dans le terme qu'on avait fait à ce moment-là, c'est-à-dire de faire revivre cette oasis ancienne, c'est le projet donc des associations de l'eau par l'irrigation, mais c'est aussi le projet d'associations de sauvegarde qui plus largement essaye de diversifier les activités, et on va avoir le grand projet d'aménagement touristique, où on ne sait plus très bien si c'est aménagé ou ménager, comme le disait le chapitre qu'on avait écrit dans cet ouvrage, sur les problématiques que pose l'ouverture de ce périmètre agricole à un visiteur extérieur, puisqu'en fait le périmètre oasien historique qui est un périmètre agricole qui n'est pas fait pour être visité en tant que tel, il n'est pas adapté à la circulation d'un visiteur, il n'y a pas de chemin en tant que tel qui chemine dans l'ensemble des parcelles. On va à l'oasis pour travailler, on va à l'oasis éventuellement dans sa parcelle pour se reposer avec sa famille, et donc on a des aménagements touristiques qui vont être mis en place. Donc Nefta, dans la continuité de la mise en tourisme de Tozeur, qui sera assez rapide et brutale dans les années 90, Nefta va connaître aussi son programme d'aménagement, et on va avoir donc des espaces de loisirs avec des balançoires. Donc on retrouve des jardins aménagés des squares, des buvettes, une buvette de l'oasis qui doit permettre de venir, qui doit permettre aux citadins en fait de pouvoir profiter de l'oasis sans y faire un travail agricole. Peut-être tu peux. Et donc l'idée c'est de reproduire d'une certaine manière la jouissance de l'oasis en termes une expérience de l'oasis comme expérience de loisir, c'est-à-dire on peut venir goûter en fin d'après-midi ici sur les photos, les goûter après avoir travaillé un petit peu sur la parcelle, on se repose, on mange avec des amis, avec la famille. Donc c'est un élément, une fonction en fait qui est centrale et qu'on a du mal à percevoir dans certains, si on le voit uniquement de l'extérieur comme un espace productif agricole, on a aussi cette fonction là qui est importante. Donc peut-être passer un peu plus là-dessus, c'est-à-dire que on a le développement en fait d'infrastructures dans l'oasis qui renvoie en fait à cette fonction de loisir qui va être de plus en plus lourde d'une certaine manière, c'est-à-dire à mesure que la fonction agricole est fragilisée par justement les déchets, etc. On va avoir le développement de nouvelles infrastructures, de nouvelles activités, et par exemple les terrains de foot qu'on retrouve sur les parcelles entre quelques palmiers qui survivent se sont beaucoup développés et visent à souligner cette fonction d'une activité à la fois une activité sportive dans l'oasis qui transforme fondamentalement la vocation de ces espaces en fait, qui sont à la base des espaces productifs nourriciers, qui deviennent des espaces de loisirs, d'activités où on aura des investissements qui peuvent être privés, municipaux, pour développer ce type de projet. Et donc la fréquentation en fait de l'oasis, elle se fait différemment selon plusieurs types de critères. Salima parlait des enfants, des vieillards, des jeunes, des week-ends. Bien sûr, là aussi, l'espace agricole de l'oasis n'est pas le même le week-end, quand les familles viennent pour se reposer sur les parcelles, les soirées, la nuit, quand on va trouver les bouteilles de vin brisées qui rappellent une fin de soirée peut-être difficile, ou la consommation du legmi aussi en Tunisie, qui est une pratique de consommation du vin de palme qui est fermenté et qui est très alcoolisé. Donc on a différents types en fait de fréquentation même de l'espace de l'oasis qui témoignent en fait de la diversité des pratiques.
et la diversité des rapports et d'engagement envers le végétal, hein. Donc on voit ici une image de ces régimes de dattes qui sont enfermés dans des moustiquaires, hein, qui soulignent cette pratique qui vise à éviter en fait l'attaque par les moustiques ou les différents prédateurs, on va dire, et qui sont une autre forme tout à fait, enfin, qui vise à contrôler en fait la production, à valoriser, à la protéger avec une solution technique, on va dire. Et donc un des grands, une des grandes dynamiques aussi qui existe et qui renvoie à un autre type d'engagement avec le végétal et avec cet espace de l'oasis, c'est les aménagements de cafés et d'espaces de restauration dans le périmètre même de l'oasis. C'est-à-dire que ça, c'est une dynamique qui est vraiment en Tunisie très remarquable, que ce soit à Nefta, Tozeur, Gabès, dans Kébili. On va avoir, avec l'idée que finalement on est au plus près de l'oasis, dans quelque chose qui est plus intégré et qui permet d'associer à la fois une mise en marché du paysage de cette oasis et de profiter de cette fonction de loisir, cette fonction esthétique de l'oasis, alors qu'on a aussi des pratiques agricoles avec la tentative aussi de maintenir systématiquement la multiplicité des échelles, des étages plutôt de culture, hein, pour des petits agriculteurs dans les zones oasiennes anciennes, c'est-à-dire qui ne sont pas encore vraiment dans les franges où on va essayer plutôt d'intensifier, on va retrouver les paysages de ces régimes de dates avec les moustiquaires. Ici, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On va plutôt essayer de multiplier au maximum en fait, les cultures sur des très petites surfaces en recourant à différents types de référentiels, d'agroécologie, de permaculture. On a souvent des agriculteurs qui seront très engagés dans les collectifs associatifs, qui vont faire venir aussi des visiteurs, et il y aura tout un tour, disons, de l'agroécologie dans l'oasis. Donc je vais passer rapidement parce que je vois que le temps passe. Donc, je sais pas si tu veux faire Oui, alors effectivement, là, sur ce tour d'orientation, en fait, on est arrivé à la question de quelles leçons on avait au final quand on était à l'écoute de ces oasis, et notamment en s'interrogeant vraiment aux éléments polysensoriels. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a une mémoire de l'adaptation aux changements et aux aléas à moindre coût environnemental. C'est-à-dire que derrière, on voit la réutilisation de techniques, notamment paléo-innovation, paléo-inspiration, pour dessiner d'autres projets d'architecture, mais aussi d'urbanisme, qui sont efficients et que l'on peut généraliser d'une situation de la petite cité oasienne à une cité beaucoup plus grande de dizaines de milliers d'habitants. Et en fait, en termes de recherche, ça nous amenait à réfléchir autrement, de façon globale et non sectorielle. Parce que l'approche sectorielle amène à une surenchère bricolée de techniques non pérennes. C'est-à-dire souvent, si vous ne réfléchissez pas ensemble, vous démultipliez les techniques. Alors, très rapidement, qu'est-ce que je voulais revenir sur, parce que c'est là où on va aujourd'hui, parce que tout projet nous intéresse pour savoir qu'est-ce qu'on va faire demain. Et qu'est-ce qu'on va faire demain, justement. Alors, les étapes du projet, c'est quoi? C'est qu'il soit désirable, viable et faisable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le projet qui a été porté dans les cités oasiennes, depuis les grandes métropoles, c'était je copiais ce qui se passait dans les grandes métropoles, les grandes villes, avec des énergies fossiles, pour que ce soit viable, parce que sinon, vous allez mourir dans une maison en béton, en pleine chaleur, si vous êtes à l'étage qui fait 52 degrés, ça ne va pas traîner. Et si vous restez dans votre voiture sans climatisation, ce sera la même chose. Donc il faut des énergies fossiles pour climatiser, pour se déplacer. Et puis, il faut des ingénieurs et des entreprises exogènes. D'ailleurs, il manque un S. Mais ce que disait Adorno, c'est que ça amène à une forme de vie mutilée. Adorno dit, voilà, le capitalisme nous amène à une forme de vie mutilée, parce que tout simplement, on est toujours dans la satisfaction de la consommation et de ce que l'on veut. Alors, qu'est-ce que nous montrent les oasis? Et là, c'est un peu dessus. En fait, c'est que ce qui était désirable, c'était de régénérer les filtres et les logiques adaptées.
de passer de l'extrême climatique du Sahara jusqu'à la douceur d'un habitat où vous avez une température constante dans une maison en terre au cœur de l'ancienne Médina de 25 degrés, 23 degrés. Et ça passe par la densité des connexions vitales, et notamment des alliances très profondes entre les humains et les végétaux. Et ces alliances très profondes, c'est par les gestes d'intention qu'on peut les observer, avec les attachements, avec le fait de comment on s'allie au végétal. Et en fait, ça passe aussi par une main-d'œuvre locale, avec une architecture de collecte, comme le met en place Salima. Ce qui amène à une forme de vie reproductive. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans le schéma linéaire du métabolisme industriel que l'on a aujourd'hui, qui est ressources, consommation, déchets. On est dans un schéma agri-urbain circulaire. Ressources, consommation, ressources. Et en fait, eh bien, c'est vers ça que l'on peut aller. Et là, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? C'est de réfléchir sur les nouvelles logiques d'éco-design. Et là, je vous montre quelques expériences qui ont été menées. Et c'est dans les programmes de recherche que maintenant nous interrogeons, qui est de revenir à comment repenser les relations à l'environnement par l'éco-design. Par l'éco-construction, on peut le repenser avec des adultes, avec des enfants et alors surtout des femmes qui sont exclues souvent de la sphère constructive par l'éco-design. Et nous espérons mettre cela en place très prochainement de façon plus généralisée que l'initiative que nous avons menée avant la Covid, qui était une autre époque. Merci. Ça marche. Je voudrais savoir comment était la réaction des autorités locales ou régionales. Pourriez-vous en dire quelque chose? Je vais parler, puis si j'oublie, puisque il m'arrive d'oublier souvent, il complétera, vous compléterez. Voilà. Ça dépend toujours des gens, des lieux, des configurations politiques. Il n'y a pas de loi. Je pense qu'on a au Maroc un vrai souci avec la sphère intermédiaire. Hein. C'est-à-dire qu'en haut lieu, les décisions sont bonnes. Ça se passe bien. Il y a une volonté. Mais dans la classe intermédiaire, il y a des gens qui ont pris de très mauvaises habitudes. Et en général, il s'agit de techniciens de petites communes, de gens dans des provinces, qui ont un rôle intermédiaire. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire tourner les marchés publics, c'est eux qui vont être les interlocuteurs des entreprises, etc. Donc en général, on a des soucis avec ces personnes-là. Et donc, ça va dépendre. Si vous êtes, par exemple, sur un grand projet attendu, ces personnes-là vont se tenir à carreau. Mais si vous êtes sur des tout petits projets, alors il y aura deux solutions. Soit ils ne vous voient pas, vous passez entre les gouttes, tout va bien. Soit ils voient ça. Là, hier soir, j'étais en train de m'époumoner parce qu'on a un espèce de qaïd. On restaure une maison, mais je veux dire, je finance ça à perte. Hein, je veux dire, je fais ça parce que je ne veux pas qu'elle disparaisse. C'est une maison superbe dans la vallée d'Aït Mansour. Je sais que si on laisse les pluies d'octobre passer, ça sera fichu. Donc ça coûtera une fortune de là. Et donc j'ai envoyé une de mes équipes avant de voyager. Je suis allée voir moi-même, etc. Et le qaïd nous a arrêtés parce qu'il y a eu un litige, mais entre soi-disant la famille. Hein. En fait, il attend qu'on lui donne une enveloppe. C'est clair. Donc lui, je suis en train de voir comment je fais. Est-ce que je fais passer par le haut, avec sa hiérarchie? Donc vous voyez, tout ça, c'est humain. Il n'y a pas de loi. Et je crois qu'au fond, ce qui compte, c'est vraiment ces ressorts qu'on va trouver tous pour rester bienveillants, pour avoir cet objectif qui est quand même que le lieu perdure, pour pas être dans une relation de vendetta, vous voyez, ou de Zorro qui va régler tous les problèmes de la terre, mais plutôt de choisir ce qui est important. Donc les enfants, les femmes en l'occurrence, avec Amina Ghaznai, il ne l'a pas évoqué, mais pardon, on travaille beaucoup avec cette designer tout à fait extraordinaire qui est une grande amie et qui a les mêmes préoccupations que nous sur la perte
et l'intérêt de travailler aussi le travail sur soi, la remise en confiance de ces femmes ou de ces hommes. Et je peux vous citer par exemple une exposition qu'on avait fait des travaux des femmes où quand leurs maris sont venus, ils étaient admiratifs de leur épouse. Et donc on est plutôt dans cette idée de co-projet, de etc. Plutôt que dans ah c'est lui le méchant. Voilà, donc le méchant en question, on l'a très bien identifié et on essaie plutôt de parce que de toute façon, s'il est là, il est là. Hein. Alors, c'est très complexe. Vous avez, on en parlait, on était à Genève dernièrement. Évidemment, une opération de développement, qu'est-ce que ça veut dire développement? Et qu'est-ce que c'est le développement à leurs yeux? Est-ce que pour eux, ce qu'on fait, c'est du développement? Grande question. Est-ce que pour eux, s'occuper de ces bonnes femmes, c'est du développement? Donc, voilà, ça dépend. À Tata, on a un gouverneur extraordinaire qui écoute, qui passe des heures avec les gens, qui donne sa place à chacun, qui est un amour d'homme. Humainement, il est magnifique et tout ce qu'il met en place, ça fonctionne. On a pareil le Wali de région au-dessus qui est du même ordre. Et puis, on a des petits malins là. Donc les petits malins, on va voir. Ça dépend des saisons, ça dépend de... C'est un jeu pénible. Très pénible. Parce qu'en attendant, le monde disparaît. Et ils prennent en otage quand même l'avenir des gens. Moi, mon monde à moi, il restera. Nos mondes, ils sont là. Mais ces gens-là, à qui ils empêchent d'avoir, par exemple, le musée de Tiznit que je présentais ce matin dans la première, ça fait 5 ans qu'il est fermé. 5 ans, 6 ans, 7 ans? Je ne sais même plus. Depuis 2013, vous calculez. Mais pourquoi? Je veux dire, moi, je perds rien, je m'en fiche à la limite. Mais les gens, ils peuvent rien en faire. Alors, quand on organise ces sessions avec les enfants, on occupe les lieux de fête. Et les gens des écoles nous disent « Ah bon, il y a un espace où on peut... » Mais oui, venez, prenez. Si vous avez besoin, je vous prête les clés, j'ai un double. Donc vous voyez, c'est du gâchis. Et toute cette classe intermédiaire, c'est pour ça que je parle dans ce texte de la responsabilité de l'architecte. Ok, moi je fais ma part. Maintenant, toute cette classe intermédiaire qui se graisse, qui font ça, ils détruisent notre société, ils détruisent l'avenir de notre société. Et aujourd'hui, on a des sociétés déprimées qui n'ont qu'une envie, c'est venir en Europe, l'Eldorado, où tout est facile, où tout est... Non. Et donc, ces gens-là vont se détourner de leur propre pays. Et c'est ça le vrai problème. Donc nous, quand on fait tout ce qu'on fait, on essaie au contraire d'être avec les gens et ces autorités bienveillantes dont on parlait, elles veulent cela. Après, elles existent bien sûr. Mais qu'est-ce que les développements? On a des personnages cyniques qui existent aussi. Actuellement, quand même, le développement, c'est la destruction systématique, régulière, des formes d'habiter possibles. C'est-à-dire qu'on a un point, c'est-à-dire qu'on a un indicateur très simple. C'est l'espérance de vie en bonne santé des individus. Maintenant, vous prenez le travail d'Angus Dayton, qui a été prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel d'économie. Son dernier ouvrage, c'est l'avenir du capitalisme, mort de désespoir, sur les États-Unis. Les États-Unis sont un pays qui a tout simplement une chute de son espérance de vie. C'est la même chose, et on n'a pas besoin d'aller très loin, sur toute une partie de la population du Grand Est, toute une partie de la population du nord de la France, qui est en train d'avoir une baisse de son espérance de vie. Parce que tout simplement, nous sommes obsédés par des indicateurs qui ne sont pas les bons. Quand on parle encore aujourd'hui de dire on va parler de produit intérieur brut pour savoir si nous allons bien, non. Si nous allons bien, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et cette espérance de vie en bonne santé, elle va se faire non pas sur des ressources monétaires, mais sur la qualité des relations sociales que vous avez au quotidien. Et en fait, quand on retourne sur ces espaces oasiens, qui sont folklorisés, marginalisés, exclus, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de discuter avec aussi tous ces hommes qui sont revenus. Tous ceux qui n'ont pas réussi leur trajectoire migratoire, tous ceux qui ont travaillé à l'étranger mais qui ont trouvé ça trop pénible, tous ceux qui ont eu un accident du travail, tous ceux qui se sont épuisés dans les petits boulots, tous ceux qui reviennent.
et qui à un moment donné se disent j'ai pas réussi parce que ça coûte extrêmement cher le mode de vie à énergie fossile. Il faut beaucoup d'argent, il faut avoir un niveau de salaire assez élevé tout de même pour avoir la bonne maison, pour avoir les moyens de transport qui vont avec, pour accéder au niveau de consommation, et puis vous avez une pression à la consommation continue. Alors quand ils n'y arrivent pas, même certains qui ont réussi leur vie mais qui ne supportent plus ça, ils reviennent dans l'oasis. Et ils reviennent sur des formes de frugalité. Et ça a été renforcé pendant le Covid, mais on n'a pas besoin d'aller très loin non plus. En France, on a toute une génération qui fait la même chose, qui repart sur des logiques-là. Donc c'est pour ça qu'il faut écouter très concrètement qu'est-ce que c'est que la qualité d'un espace public. C'est pas d'avoir des franchises autour. C'est qu'il y ait des enfants, des familles, des gens qui soient heureux d'être là. Et que ça représente pour eux, souvent parce qu'ils ont des logements restreints, de mauvaise qualité, petits, construits en béton, parce qu'ils sont pauvres, parce que le logement moyen à Tiznit est passé de 200 mètres carrés, donc logement polyfamilial dans les années 60, à 40 mètres carrés, les logements construits aujourd'hui pour généralement des gens qui ont du mal à accéder à l'emploi urbain. Donc ils ont besoin d'un espace public de qualité. Ils ont besoin d'avoir des filtres successifs pour ne pas souffrir de la chaleur, parce qu'ils n'auront pas les moyens d'avoir de la climatisation. Ils ont besoin d'avoir aussi accès à des espaces où ils vont pouvoir juste s'aérer. Pendant la Covid, tous les habitants de Tiznit étaient redevenus agriculteurs, hein, parce que vous aviez le droit d'aller sur vos parcelles. Et en fait, parce que les hommes, ils ne pouvaient pas supporter de rester enfermés dans une maison de 40 mètres carrés avec les enfants. Donc ils étaient tous redevenus agriculteurs. Ils se cachaient comme ça dans les endroits. Moi aussi, j'étais devenu agriculteur, donc, parce que j'étais aussi confiné à Tiznit. Donc c'est ça la question que l'on doit se poser profondément. Et ça ne sera pas par les belles images esthétiques. On est complètement pétri de l'image qui devrait être ce qui est beau et bien. Mais non, pas du tout. C'est pas ça qui va faire, c'est pas la belle photo. Ce qui va être dessus, c'est la qualité. Oui, ce qui est bien et beau, et c'est plutôt la qualité de nos relations sociales. Quelle est la différence entre le retour à la ruralité d'aujourd'hui par rapport à ceux de 68 ? Est-ce qu'il n'y aurait pas le même mouvement ? Ceux de 68, il y en a certains qui sont restés, mais la plupart sont retournés en ville. Alors, on n'appelle pas au retour de la ruralité. Parce que, en fait, pour moi, rural, urbain, en fait, maintenant, je pense que ça ne veut rien dire. Parce que, tout simplement, on vit dans des systèmes agri-urbains. On a inventé des catégories de la séparation pour justifier le processus de lotissement des terres agricoles nourricières des grandes villes. Donc, on a dit, ça, c'est de l'espace rural parce qu'il y a de la terre agricole. Et ça, c'est de l'espace urbain parce que j'y ai mis du logement. D'accord ? En fait, les villes étaient consubstantielles de l'agriculture et donc toutes les villes avaient leurs fermes à l'intérieur, leurs terres agricoles à proximité, et il y avait des flux continus. Paris assurait son alimentation à 55% avec ses terres maraîchères autour. La dernière ferme à Paris a disparu en 1980. Donc le concept de mettre en place le retour à la ruralité, c'est pas ça que veulent les gens qui reviennent. Ils veulent du retour à la communauté. Et donc ça, c'est le mythe de dire, bon, 68, il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a beaucoup qui sont revenus. Certes, mais moi j'aime bien un petit village qui s'appelle La Roque-Sainte-Marguerite. La Roque-Sainte-Marguerite, qui est connue mondialement. Vous connaissez tous La Roque-Sainte-Marguerite parce qu'y habite l'un des moustachus les plus célèbres de France, José Bové, qui est arrivé dans le cadre du Larzac, première lutte, il s'installe, et quand José Bové s'installe à La Roque-Sainte-Marguerite, c'est un village qui perd 10% de sa population, avec un taux d'accroissement naturel négatif, donc qui est de l'ordre de moins 2% par an. C'est en train de mourir. 30% des maisons sont abandonnées. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ils reviennent et on voit immédiatement dans la statistique que les maisons abandonnées disparaissent. Il y a des résidences secondaires. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est intéressant de garder un lien avec la Roque-Sainte-Marguerite parce qu'on y a installé 2-3 jeunes qui ont mis des enfants. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant avec la Roque-Sainte-Marguerite ? C'est qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. La population de cette communauté est toujours plus importante qu'elle était en 1970, mais surtout le nombre d'agriculteurs est plus important qu'en 1970, et le nombre de logements abandonnés a disparu. Donc ça veut dire que c'est un lieu, comme dit Latour, aujourd'hui on cherche où atterrir, parce qu'on est passé hors sol.
à grand renfort d'énergie fossile. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est un endroit où ils vont être bien pour atterrir, où ils vont pouvoir construire du lien social, que ce soit dans un quartier, que ce soit dans un village, que ce soit dans des tissus de relations. Le problème, c'est qu'on vous impose plutôt des situations de dire, oui, les liens sociaux passent par les réseaux sociaux. C'est prouvé, hein. Plus vous passez de temps sur Facebook, plus vous êtes malheureux à la fin, hein. Donc, parce que vous passez votre temps à comparer les gens par l'image. En revanche, si vous allez dans une petite fête familiale ou d'amis que vous aimez depuis longtemps ou de voisins qui aiment longtemps, vous serez peut-être un peu plus heureux. Et c'est ça le point, mais il faut donner aux gens la possibilité de le faire. Donc à ce moment-là, c'est ça qui nous intéresse, c'est à quel moment la prise de décision va vers le collectif, à quel moment vous recréez du commun, vous recréez des lieux appropriables, pas des lieux de passage. Ce qu'on nous impose aujourd'hui, c'est la ville garantie. Vous devez traverser, ne jamais vous arrêter dans la rue commerçante, parce que tout simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un maximum de franchise. Ou sinon, on met un lieu où vous allez que acheter, mais vous n'arrêterez pas. Ça s'appelle la périphérie que l'on a de la grande ville, où on a tous les points de vente. Mais en fait, la résistance que font beaucoup de personnes, c'est de s'installer. C'est de recréer du lien dessus. Donc, c'est peut-être ça aussi sur lequel on travaille. Et d'ailleurs, la conversation qu'on établit entre ces lieux, ces oasis, pour revenir, c'est parce qu'ils nous permettent de rediscuter ce qui se passe au cœur de nos sociétés actuellement, parce qu'on y trouve aussi les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un cadre où les oasiens, ils ont parfois vécu en Italie, en France, en Allemagne, et qu'ils décident de revenir, et que les gens qui investissent dans l'oasis, ils ont circulé, que les jeunes ont les mêmes horizons d'attente. Et c'est ça qui nous intéresse. Bonjour, Mounia Bouali, je suis architecte. Je tenais tout d'abord à vous féliciter pour votre travail parce qu'il y a beaucoup de formes d'engagement qui émergent aujourd'hui et des problématiques que j'ai pu approcher notamment par le biais de mon travail sur les oasis du Mzab et dans lesquelles on retrouve toutes les formes que vous venez d'évoquer, mais avec bien sûr des formes propres à ce territoire. Mais ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans votre présentation, c'était le fait de mettre en exergue un mode d'habiter qui a toujours existé et qui est très très peu visible depuis l'extérieur. Et c'est généralement ce qui donne aussi des politiques publiques ou patrimoniales biaisées, où on vient aussi, comme vous dites, superposer des choses qui ne sont pas forcément adaptées. Moi, j'avais juste une petite question, toujours autour de l'activité de loisirs qui émerge de plus en plus dans les palmeraies. Je voulais connaître le statut du foncier à Tozeur, parce qu'en fait, je pense que c'est une question qui est en lien justement avec la création de ce type Par exemple, la cafétéria m'a beaucoup interpellée dans la mesure où effectivement, même sans ces aménagements, on trouvera toujours une forme parallèle des gens qui se réunissent de manière même informelle, en tout cas dans certaines oasis. Parfois, c'est des gens qui ne sont absolument pas propriétaires de ces parcelles, qui viennent poser un tapis, pique-niquer le vendredi après-midi, etc. Donc moi, j'avais une question par rapport au statut du foncier. Oui, Merci. tout à fait, c'est une question intéressante et j'aurais pu le préciser. Alors, la majorité des projets, notamment de café, c'était sur des parcelles privées, c'est-à-dire c'est des gens qui convertissent leurs parcelles individuelles en café. Mais alors là, pour la cafette, parce que parfois aussi les associations achètent des parcelles. Alors à Gabès par exemple, il y a des associations qui ont acheté des parcelles pour en faire des jardins d'exposition ou justement l'aménagement. Alors en fait, je ne sais pas exactement à Nefta le statut foncier de la zone de la source, mais c'est privé. Je crois bien que c'est...
Voilà, c'est sur des terres privées, et c'est des terres privées qui sont mises à disposition en fait dans le cadre des projets. Donc c'est soit mise à disposition d'un collectif associatif qui fait un circuit, donc là pour Nefta c'était ça, puisque c'est le circuit de la réaménagement de la source historique et de tout le cheminement. Donc en fait il y a plusieurs agriculteurs qui sont propriétaires de certaines terres qui ont mis à disposition leur jardin pour mettre des balançoires, déjà des cafés, faire un jardin de la biodiversité aussi. Ça, toute oasis a son petit jardin de la biodiversité, on va dire. C'est une sorte de parcelle pilote où on va exposer la multiplicité variétale, la diversité, etc. Donc c'est très souvent sur des terrains privés qui sont le plus souvent pas irrigués. Ça dépend un peu en fait, mais effectivement qui sont enfin en tout cas quand c'est pour la partie buvette, là c'est pas clairement pas irrigué. Après il y a des les jardins où par exemple où il y a les restos, parfois il y a la restauration sur la parcelle éphémère. C'est quelque chose qui a pris beaucoup enfin, il y a une sorte de mode à Tozeur de la transformation en restaurant ponctuellement sur un jardin, puisqu'en fait ça demande aucune infrastructure, donc ça ne viole aucune loi entre guillemets, il n'y a aucune construction nécessaire, il n'y a pas de transformation de la vocation du terrain qui demande un dispositif, enfin des démarches administratives délirantes, et ça permet pourtant de faire travailler, on va dire, le jardin en dehors de sa simple production et d'utiliser aussi cette habitude qu'ont effectivement les gens. C'est-à-dire que les gens font effectivement des repas dans l'oasis régulièrement, sur la parcelle d'un ami, d'un cousin, d'un voisin. Et donc parfois ça va être fait pour un visiteur avec une monétarisation plus grande de la pratique. Mais effectivement, la question foncière, et d'ailleurs c'est un des facteurs assez problématiques pour l'extension de ce type de projet ou pour la viabilisation si les propriétaires ne sont pas sur place ou s'il n'y a pas d'entretien. Donc c'est un enjeu très, très central, effectivement. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à tous. Merci.